Amos Oz, scène de vie villageoise, recueil de nouvelles, traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen. Je vais vous lire des extraits de la nouvelle Creusée. À la fin de sa vie, l'ex-député Pessah Edem, un grand vieillard bossu, rouspéteur et vindicatif, vivait chez sa fille Rachel, à l'extrémité de Tel Ilan, sur les monts de Manassé. En raison de la déviation de sa colonne vertébrale, sa tête se penchait en avant presque à angle droit, ce qui conférait à son corps la forme d'un club de golf. À 86 ans, décharné, noueux, la peau calleuse, pareille à l'écorce de l'olivier, c'était un homme vigoureux et volcanique que ses théories idéalistes faisaient sortir de ses gonds. Il fulminait sans arrêt. Contre un tiroir récalcitrant, la présentatrice du bulletin radio qui avait confondu la Slovaquie et la Slovénie. Il n'avait jamais admis la dissolution et la fin de son parti 25 ans auparavant, ni pardonné non plus à ses détracteurs et ennemis, disparus depuis belle lurette. La jeunesse, l'électronique, la littérature contemporaine lui donnaient des boutons, les journaux ne publiaient que des inepties. Un soir, attablé sur la terrasse en compagnie de sa fille, il brandit brusquement la théière bouillante en éructant « Ah !» Ils avaient l'air fins, tous, quand Ben Gourion est parti à Londres courtiser Jabotinsky dans leur dos. « Pessah, s'il te plaît, pourrais-tu reposer cette bouilloire si ça ne te fait rien? Hier, tu m'as renversé du yaourt dessus et tu ne vas pas tarder à nous arroser de thé brûlant. Là, » Le vieillard nourrissait une sourde rancune, même à l'égard de sa fille chérie. Elle le tirait du lit à 7h30 du matin pour aérer ou changer les draps. Il souffrait d'odeurs corporelles très prononcées, un peu comme un fromage trop frais. Elle le chassait invariablement de la cuisine. Il fouillait dans les tiroirs où elle cachait le chocolat, dont elle ne lui permettait qu'un carré ou deux par jour, et insistait pour qu'il tire la chasse d'eau et remonte sa braguette en sortant des toilettes. Depuis quelque temps, le vieillard se plaignait des ouvriers qui creusaient la nuit sous les fondations de la maison, perturbant son sommeil, comme s'il ne pouvait forer pendant la journée à des heures où les gens civilisés ne dormaient pas. On creuse ? Qui est-ce qui creuse? C'est moi qui te pose la question, Rachel. J'aimerais savoir qui creuse en bas de chez nous la nuit. Personne ne creuse, ni le jour ni la nuit. Tu as rêvé. Je te dis qu'on creuse. Vers 1 ou 2 heures du matin, on entend comme des coups de bec ou de pioche, des raclements, des craquements, tu vois. Je me demande bien ce qu'ils cherchent dans la cave ou sous la maison. Rachel Franco, une jolie veuve d'environ 45 ans, très soignée de sa personne, enseignait la littérature au lycée de Tel Ilan. Elle s'habillait avec goût et élégance. Au village, on voyait d'un mauvais œil sa taille de guêpe et sa queue de cheval. Une femme de son âge, un professeur qui plus est, veuve de surcroît. En l'honneur de qui se pomponne-t-elle comme ça? De Mickey, le vétérinaire? Ou de son petit arabe? À qui veut-elle en mettre plein la vue? C'était un village somnolent, vieux d'un siècle au moins,
avec ses grands arbres, ses toits rouges et ses exploitations agricoles transformées pour la plupart en caves à vin de production artisanale, d'olives épicées, de fromages fermiers, de condiments exotiques, de fruits rares et de macramé. Le père et la fille étaient tous les deux veufs. L'épouse du député Pessah Hedem, Abigail, avait été emportée par une septicémie plusieurs années auparavant. Son fils aîné, Elias, était mort accidentellement, le premier Israélien noyé dans la mer Morte en 1949. Quant au mari de Rachel, Danny Franco, il avait succombé à un arrêt cardiaque le jour de son 50e anniversaire. « Vraiment, Abigail, c'est indigne de toi, tu devrais avoir honte », fulminait parfois l'octogénaire dans l'un de ses accès de colère, confondant sa fille et sa femme. Les rares fois où il tombait malade, il s'embrouillait et l'appelait Hinda, du nom de sa mère à lui, exterminée par les Allemands dans un petit village près de Riga. Et quand Rachel le reprenait, il soutenait mordicus qu'elle se trompait. Mais Rachel, elle, ne se trompait jamais. Elle ne tolérait aucune distraction, ni caprice de sa part. S'il oubliait de relever la lunette des WC avant d'uriner, elle lui fourrait un chiffon humide dans les mains et l'envoyait réparer les dégâts comme tout homme civilisé qui se respecte. Parfois, très rarement, la solitude, la tristesse de son père éveillait en elle un soudain élan de tendresse maternelle, quand par exemple il surgissait d'un air contrit sur le seuil de la cuisine pour quémander un autre carré de chocolat, tel un enfant, elle cédait, lui donnait ce qu'il désirait et l'appelait papa. On creuse sous la maison. Il devait être 1 ou 2 heures du matin, quand il y a eu un concert de coups, de bêches ou des pelles qui s'entrechoquaient. Tu n'as rien entendu ? Toi non plus, si tu veux mon avis. Mais que cherche-t-il dans la cave ou sous les fondations, Rachel? C'est qui ces ouvriers? Il n'y a rien à entendre, Pessah. Et il n'y a personne non plus sous la maison, sauf ta mauvaise conscience, peut-être. Après la mort de Danny Franco, le père et la fille n'avaient plus aucun proche parent, ni relation d'ailleurs. La vie professionnelle de Rachel se déroulait exclusivement dans le cadre du lycée. Rares étaient les visiteurs qui franchissaient le seuil de la dernière maison, adossée à la haie de cyprès du cimetière. De temps à autre, le conseiller municipal passait demander à Rachel de tailler la haie qui débordait sur le chemin, gênant le passage. Un VRP en appareil ménager venait proposer un lave-vaisselle ou un sèche-linge avec facilité de paiement. Un sèche-lingue électrique, éructait le vieillard. À quoi ça sert? Le soleil est-il à la retraite? Les cordes à linge se seraient-elles converties à l'islam? Si tu veux mon avis, Abigail, chacun devrait avoir la dignité de rester chez soi. Où est-ce qu'il se croit ici? Au centre-ville, dans le dernier salon où l'on cause, une maison d'études? Et puisqu'on en parle, aurais-tu la gentillesse de m'expliquer ce que fabrique ton arabe chez nous? Moi, c'est Rachel, pas Abigail, de corriger sa fille. Son père restait quoi, l'air penaud. Il avait honte de son erreur, regrettait même ses paroles, mais 5 ou 10 minutes plus tard, il commençait à se plaindre d'une voix enfantine, comme s'il la tirait par la manche. « Rachel, j'ai un peu mal. »« Où ça? Au cou, à la tête, aux épaules? Non, pas ici, là, un peu plus bas, oui, c'est ça. » Tu as des doigts de fée, Rachel. Je t'aime, ma fille, tu sais, je t'aime très, très fort. Et un peu plus tard, pardonne-moi, je suis terriblement désolé de t'avoir causé du chagrin. Mais concernant ton arabe, permets-moi de la ferme, Pessah.
Les visites occasionnelles des collègues de Rachel, d'un ouvrier, de Benny Avni, le maire du village, ou de Mickey, le vétérinaire, mettaient le vieil homme en rogne comme une ruche d'abeilles en colère. Rachel offrit au vétérinaire une boisson fraîche, des fruits et des biscuits, tandis qu'il s'engluait dans ses plaisanteries lourdingues, après quoi elle l'aida à attraper 3 ou 4 chats qu'il fallait vacciner. Oui, à condition que Rachel lui dise un mot gentil, plus précieux à ses yeux que l'argent. Triple buse, maugréa le père, caché derrière la porte de la cuisine. Il est aussi bête que les animaux qu'il soigne, cet abruti. Mickey, le vétérinaire, conduisait une camionnette Peugeot que le vieil homme s'obstinait à prononcer Fidji, comme les îles. Il avait les cheveux gras, noués en catogan, et un diamant à l'oreille droite, ce qui faisait bouillir le sang de l'ex-député Pessah Khadem. « Rachel, je t'ai prévenu un bon millier de fois contre cet âne batté, qui même... Mais revenons à ton voyou, que je trouve franchement dégoûtant, non? Un veau gras, si tu veux mon avis. Un veau avec une boucle d'oreille, un anneau d'or à son groin de porc, un prétentieux, un bavard, un excité. Même ton petit étudiant arabe a 100 fois plus de classe que cet animal. Pessa. Le vieux se tut, mais on voyait qu'il était sur le point d'exploser de dégoût à l'égard de ce Mickey au large postérieur, vêtu d'un t-shirt frappé en anglais des mots « Viens faire la fête, poupée ». 2 ou 3 fois l'an, Mickey, le vétérinaire, se rendait à la maison du côté du cimetière afin de vacciner la nouvelle portée de chats. Et si je vaccinais par la même occasion l'étudiant, le petit arabe qui habite la cabane dans la cour, non? Suggérait le vétérinaire à Rachel. Une fois sa tâche achevée, il s'attardait chez le dit étudiant qu'il battait aux dames. Des rumeurs circulaient sur le compte du jeune arabe, l'hôte de Rachel Franco. Mickey espérait profiter de la partie pour fouiner un peu, se faire une idée, une impression de ce qui se passait. Et même s'il n'avait rien découvert de significatif, il avait raconté au village que l'arabe était le cadet de Rachel d'au moins 20 ou 25 ans. Il pourrait être son fils, qu'il dormait dans un appentis au fond de la cour, meublé d'un bureau et d'étagères. Un intello, quoi. En tout cas, le jeune homme et sa logeuse n'étaient pas, comment dire, indifférents l'un à l'autre, avait précisé le vétérinaire. Non. Il ne se tenait pas par la main ni rien, mais il avait vu le garçon étendre le linge de Rachel sur la corde dans l'arrière-cour, même ses petites culottes. En tricot de peau et caleçon large, le vieux Pessa était campé dans la salle de bain sur ses jambes écartées, se raclant la gorge, crachant à 4 ou 5 reprises sa salive, dont le jet dégoulinait le long de sa poitrine et giclait sur l'émail du lavabo, avant de se sécher avec la dernière énergie dans une épaisse serviette, à croire qu'il récurait une poêle après la cuisson. Il remonta ensuite à la cuisine, puis ressortit en passant par la porte de derrière et erra d'un pas nerveux parmi les bâtiments abandonnés jusqu'au fond de la cour. En rentrant, il tomba sur Rachel, occupée à corriger les copies de ses élèves à la table de la terrasse. « D'autant que je suis du genre répugnant, moi aussi », lui jeta-t-il du haut de l'escalier. « Alors à quoi te sert-il, ton vétérinaire? Un seul ne te suffit pas ?»
J'ai besoin d'un morceau de chocolat de temps en temps pour adoucir les ténèbres qui m'entourent. Mais elle le cache, comme si j'étais un voleur. Elle ne comprend rien. Elle croit que c'est de la gourmandise. Bien sûr que non. J'ai envie de chocolat parce que mon corps ne fabrique plus de douceur. Je n'ai pas assez de sucre dans le sang ni dans les cellules. Elle ne comprend rien. Elle est méchante. Très méchante. L'étudiant arabe était le fils d'un vieil ami de Danny Franco, l'époux de Rachel, décédé le jour de son 50e anniversaire. 2 ans plus tôt, le défunt Danny, un homme admirable, avait suggéré au père d'Adèle d'héberger son fils dans l'un des bâtiments situés dans la cour. La ferme n'étant plus en activité, les étables et les hangars étaient vides. Adèle était donc venue voir si, 2 ans plus tard, l'offre tenait toujours. En d'autres termes, il voulait savoir si l'une des bâtisses était libre pour qu'il y emménage. En échange, il proposait d'arracher les mauvaises herbes du jardin ou d'aider au ménage. La situation était la suivante. Outre ses études à l'université, qu'il avait interrompues pour 1 année, il projetait d'écrire un livre. Oui, quelque chose sur la vie d'un village juif comparé à celle d'un village arabe, un essai ou un roman. Il n'avait pas encore décidé, de sorte qu'il était vital, disons que ça l'arrangerait bien, de s'isoler quelque temps ici, à l'extrémité de Tel Ilan. Quelle quiétude règne chez vous. Rien à voir avec notre village à nous, qui n'a d'ailleurs plus rien d'un village, et s'est métamorphosé en petite ville avec des boutiques, des garages et des parkings poussiéreux. Il rêvait de revenir ici pour la beauté des lieux, le calme. Et encore autre chose qu'il était incapable de définir, mais réussirait peut-être à exprimer dans le livre qu'il envisageait d'écrire. Il traiterait probablement des différences fondamentales existant entre un village juif et un village arabe. Votre village est né d'un rêve et d'un projet. Quant au nôtre, il existait depuis toujours. Mais grosso modo, ils ne sont pas très différents. Nous poursuivons des rêves, nous aussi. Non, les comparaisons sont toujours un peu fallacieuses. Adèle se promenait dans la cour avec un chapeau de paille à la Van Gogh et une expression d'étonnement chagriné peinte sur son visage. Des pellicules tombaient en neige sur ses épaules. L'étudiant ne plaisait pas à l'ex-député Pessah Khedem. Il ne nous aime pas. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais il le cache sous un masque hypocrite, commentait-il. N'importe comment, il nous déteste tous. Et pourquoi en serait-il autrement? Je ferais la même chose à leur place. En fait, je n'ai pas besoin d'être à leur place pour nous détester, crois-moi, Rachel. Si l'on prend un peu de recul, il est évident que nous méritons la haine et le mépris. Peut-être même de la compassion. Sauf que les Arabes ne peuvent pas avoir pitié de nous, vu qu'ils excitent celle du monde entier. Le diable seul sait pourquoi ce pseudo-étudiant est venu chez nous. Est-ce vraiment un étudiant, d'ailleurs? As-tu vérifié ses diplômes avant de l'adopter? As-tu lu ses travaux? L'as-tu interrogé à l'oral et à l'écrit? Qui te dit que ce n'est pas lui qui creuse la nuit sous la maison pour chercher un objet, un document, la preuve flagrante que cette propriété appartenait jadis à ses ancêtres? Et s'il était venu dans l'intention de revendiquer son droit au retour, d'exiger la possession de la ferme et des dépendances au nom d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père qui aurait habité sur cette terre sous les Ottomans à l'époque des croisades? Tu vas voir, Rachel, que nous finirons par nous retrouver à la rue, toi et moi. Et puis la terrasse est envahie par les mouches. Même ma chambre
C'est à cause de tes chats, Rachel. D'ailleurs, ils sont déjà les maîtres ici. Eux, l'arabe, et ton abruti de vétérinaire. Et nous alors, Rachel? Que sommes-nous? Tu peux me le dire? Non? Tu ne veux pas? C'est moi qui vais le faire, ma chérie. Une ombre qui passe. Voilà ce que nous sommes. Une ombre qui passe. Le jour d'hier qui s'est enfui. Rachel lui intima de se taire. Mais un peu plus tard, elle s'attendrit et pêcha dans sa poche de tablier 2 carrés de chocolat enveloppés dans du papier d'argent. Tiens, papa, prends-les. Régale-toi. Et lâche-moi un peu. Danny Franco, décédé le jour de son 50e anniversaire, était un homme émotif, toujours au bord des larmes. Il pleurait pendant les mariages, sanglotait en regardant les films diffusés à la Maison de la Culture. Carré, large d'épaules, les jambes maigrelettes, on aurait dit une penderie sur pied. Après sa mort, Rachel renonça à la ferme. Avec le produit des ventes, elle se constitua un portefeuille d'actions et devint associée commanditaire d'un petit laboratoire de produits pharmaceutiques et diététiques dont elle percevait des mensualités, lesquelles s'ajoutaient à son salaire de professeur de littérature au lycée Les Champs de Tel Ilan. En dépit de sa faible constitution et de ses frêles épaules, Adèle, l'étudiant, avait décidé de sa propre initiative de sarcler la cour envahie par les mauvaises herbes depuis la mort de Danny. Il cultivait un petit potager le long de l'allée qui menait du portail au perron, entretenait la haie, redevenue sauvage, soignait les lauriers roses et les géraniums ornant le porche de la maison, nettoyait, rangeait la cave et s'occupait du ménage. Il lessivait les sols, étendait le linge, repassait et faisait la vaisselle. Il avait même remis en état le petit atelier de menuiserie de Danny Franco. Quelquefois, après le coucher du soleil, il jouait de l'harmonica, aux dernières lueurs du crépuscule, ou au clair de lune. Voilà qu'il nous serine encore ces mélodies orientales, grommelait le vieux depuis la terrasse. Il se languit de notre pays. C'est notre terre à laquelle ils ne vont jamais renoncer. C'est sûr. Adèle se préparait lui-même ses repas, pain complet, fromage, olives, concombres, oignons, poivrons verts accompagnés de feta ou de sardines, œufs durs, courgettes ou aubergines à l'ail et sauce tomate, et terminé par sa boisson favorite qu'il concoctait dans un pot maculé de suie, de l'eau chaude additionnée de miel, de feuilles de sauge, de clous de girofle ou de pétales de rose. Rachel Franco écrivait 3 ou 4 fois par semaine, pratiquement chaque jour cet été-là. Le père et la fille se faisaient face de part et d'autre de la table de la terrasse, recouverte d'une toile cirée fleurie. Le vieillard monologuait tandis que Rachel transcrivait ses mémoires avec une petite moue. « Et ton étudiant ?» sans quitter le soudain. « Il est antisémite, tu crois ?»« Pourquoi dis-tu cela? Que t'a-t-il fait? »« Il ne m'a rien fait. Il ne nous aime pas, voilà. Pourquoi nous aimerait-il d'ailleurs? Moi non plus, je ne nous aime pas. Il n'y a aucune raison. Pessa, calme-toi. Adèle habite chez nous contre divers travaux. Et après? C'est une erreur. Une grossière erreur. Il ne travaille pas pour nous, il travaille à notre place. C'est pour cela qu'il creuse la nuit, sous les fondations ou dans la cave. Il se fait tard, observa Rachel. Veux-tu rentrer à la maison?
Ils creusent sous la cave parce qu'ils ne nous aiment pas. Un point, c'est tout, répliqua son père. Et pourquoi nous aimeraient-ils? En vertu de quoi? De notre perversion, notre brutalité, notre vanité, notre hypocrisie? Mais qui ne nous aime pas? Lui, le goy. Arrête, papa. Il a un nom. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Tu en parles comme le dernier des antisémites. Le dernier des antisémites n'est pas encore né et ne verra jamais le jour. Tu devrais aller dormir, Pessa. Moi non plus, je ne l'aime pas. Mais alors pas du tout. Je n'aime pas ce qu'ils ont fait à nous et à eux-mêmes. Et bien sûr, je n'aime pas ce qu'ils aimeraient encore nous faire. Bonne nuit, je vais me coucher. Qu'est-ce que ça peut faire si je ne l'aime pas? De toute façon, personne n'aime personne. Bonne nuit, répéta Rachel. N'oublie pas de prendre tes médicaments avant de dormir. Un jour, avant, il y a longtemps, on s'aimait un peu. Pas tout le monde, pas beaucoup, pas toujours, par-ci par-là. Mais maintenant, à notre époque, les cœurs sont morts, c'est fini. Tu pourrais fermer la porte à cause des moustiques, papa? Pourquoi les cœurs sont-ils morts? Tu le sais, toi? Non? Avant de partir au lycée le lendemain matin, Rachel retira le pantalon de son père de la corde à linge. Adèle l'attendait près du pigeonnier. Ses lunettes d'enfant trop petites sur le nez, un sourire timide aux lèvres, creusant une fossette sur ses joues et son chapeau à la Van Gogh sur la tête. Rachel, excusez-moi, mais puis-je vous parler une minute? Bonjour, Adèle. N'oubliez pas de réparer la dalle abîmée au bout de l'allée. Quelqu'un pourrait tomber et se faire mal. D'accord. Mais je voudrais vous demander ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit? Que s'est-il passé cette nuit? Je croyais que vous le saviez. Des ouvriers viennent-ils travailler dans la cour pendant la nuit? Des ouvriers? En pleine nuit? Vous n'avez rien entendu? À 2 heures du matin, du bruit, des coups de pioche. Vous deviez dormir à point fermé. Quel genre de bruit? Ça venait d'en bas. Vous avez dû rêver. Qui viendrait creuser sous votre baraque au beau milieu de la nuit? Je l'ignore, mais je pensais que vous le sauriez. Vous avez rêvé. N'oubliez pas la dalle, avant que Pessa ne s'y prenne les pieds. Votre père se promène-t-il la nuit? Il n'arrive peut-être pas à dormir. Et s'il se levait pour aller creuser en bas avec une pioche? Ne dites pas de bêtises, Adèle. Personne ne creuse en bas. Vous avez rêvé. L'année scolaire tirait à sa fin. L'été atteignait son apogée. Ah. La maison et ses dépendances, le village lugubre. Sa vie qu'elle gâchait entre ses élèves qui bâillaient d'ennui et son père assommant tapait sur les nerfs de Rachel. Jusqu'à quand allait-elle rester coincée ici? Ne pourrait-elle prendre du large un de ces jours? Elle embaucherait une infirmière pour veiller sur le vieillard et confierait la propriété au jeune étudiant. Elle reprendrait ses études et terminerait sa thèse sur l'illumination et la révélation dans l'œuvre d'Issar et d'Amalia Kahana Carmon. Elle renouerait avec d'anciennes relations, voyagerait, elle recommencerait à zéro et changerait de vie du tout au tout. Parfois, se rendait-elle compte avec un sursaut d'effroi, elle rêvait que son père succombe à quelque accident domestique. Chute, électrocution, asphyxie par le gaz. Un jour où Adèle repassait des chemisiers sur la planche installée dans la chambre de Rachel,
Le vieux lui tomba sur le paletot sans crier gare, avec sa tête penchée en avant, presque à angle droit, tel un taureau sur le point de charger, et il entreprit de le cuisiner. « Étudiant, hein? Quel genre d'étudiant êtes-vous exactement ?»« Je suis en faculté de lettres. »« En faculté de lettres, hein? La lettre est l'esprit, comme on dit. Mais quel esprit? La faiblesse d'esprit? Le mauvais esprit? Un esprit frappeur? Bon. En admettant que vous soyez vraiment étudiant en lettres, que fabriquez-vous chez nous au lieu d'être à l'université? J'ai décidé de faire un break pour essayer d'écrire un livre sur vous. Sur nous. Sur vous et sur nous aussi. J'établis une comparaison. Une comparaison? Quelle comparaison? Qu'y a-t-il à comparer d'abord? Vous voulez prouver que nous sommes des voleurs et vous des victimes? Nous montrer sous notre plus mauvais jour? Pas mauvais, plutôt triste, je dirais. Ah, parce que vous, ce n'est pas triste, peut-être. C'est beau à voir. Vous vous prenez pour les saints et les purs, c'est ça? Non, ce n'est pas beau à voir non plus. Donc, il n'y a aucune différence entre vous et nous, auquel cas, je ne vois pas sur quoi vous pouvez bien écrire. Si, il y en a quand même une petite. Laquelle? Vous et nous sommes responsables de notre détresse. Mais chez vous, elle parvient de l'âme. De l'âme. Ou du cœur. C'est difficile à savoir. En tout cas, votre détresse vient de vous, de l'intérieur, du tréfonds de votre être. S'il vous plaît, camarade Adèle, dites-moi, depuis quand les Arabes jouent-ils de l'harmonica? C'est l'un de mes amis qui m'a appris. Et pourquoi jouez-vous toujours des airs tristes? Ça vous rend triste d'habiter chez nous? C'est parce que l'harmonica sonne toujours triste de loin. Vous aussi, vous semblez triste de loin. Et de près. De près, vous avez plutôt l'air en colère. Mr. Adèle, oui? Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi creusez-vous sous la cave la nuit? Parce que c'est bien vous, n'est-ce pas? Qu'espérez-vous trouver? Ah, vous aussi, vous entendez du bruit la nuit? Comment se fait-il alors que Rachel n'entende rien? Elle est sceptique. Elle ne vous croit pas, vous non plus? Il y a des moments où je me demande ce que je fais ici, déclara Rachel, en levant les yeux de son livre. « Bien sûr, répondit son père, je sais que je suis un fardeau pour toi. » Je ne parlais pas de toi, Pessa, mais de ma vie. Cette manie de tout ramener à toi. Mais personne ne t'empêche de commencer une vie nouvelle. Le petit arabe et moi resterons ici encore un peu pour veiller sur la maison, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, car elle finira par s'effondrer sur nos têtes un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui va s'effondrer? La maison. Ceux qui creusent là, en dessous. Ces vertus à miner les fondations. Tu sais, personne ne creuse nulle part. Adèle posa le sécateur, éteignit sa cigarette et sortit de sa poche l'harmonica, dont il tira quelques notes indécises. Oh, quelle belle musique! C'est émouvant, commenta le vieillard. Voilà qui nous rappelle l'époque où les gens éprouvaient encore un peu de tendresse les uns pour les autres. Mais ces airs-là n'ont plus cours aujourd'hui. C'est complètement anachronique, tout le monde s'en fiche. Un point c'est tout, les cœurs sont aigris, les sentiments se sont éteints. On ne témoigne plus aux autres qu'un intérêt égoïste. Que nous reste-t-il?
peut-être seulement cette musique mélancolique comme le témoignage du naufrage des cœurs. Chapitre 17 et dernier. Rachel gagna sa chambre. Elle éteignit le plafonnier, alluma la lampe de chevet et se planta quelques instants devant la fenêtre ouverte. L'air nocturne était chaud et lourd, et les étoiles cernées de lambeaux de brume. Les grillons s'en donnaient à cœur joie. Elle écouta les chacals geindre dans les collines et les chiens leur répondre dans les cours et les jardins. Tournant le dos à la fenêtre ouverte, elle retira sa robe, se gratta, ôta ses sous-vêtements et enfila une chemise de nuit courte en coton à petites fleurs. Elle se versa un verre d'eau, l'avala, se rendit aux toilettes et revint se poster un petit moment à la fenêtre. Elle actionna le ventilateur et se glissa entre les draps. Mais sa fatigue s'en était allée, laissant place à une pénible insomnie. Elle se servit un verre d'eau à la bouteille posée au chevet de son lit, le but, changea de position, coinça un oreiller entre ses jambes et se retourna de l'autre côté. Un léger raclement, presque inaudible, la fit se dresser sur son séant et rallumer la lampe. Elle n'entendait plus rien, hormis les grillons, les grenouilles et les chiens au loin. Elle éteignit la lumière, rejeta le drap et s'étendit sur le dos. Le crissement recommença, à croire qu'on éraflait le carrelage avec un clou. Elle ralluma et se leva. Elle saisit la torche posée sur une étagère à côté de l'armoire et décida d'inspecter l'arrière de la maison. En premier lieu, elle sortit sur la véranda pour tenter d'identifier le suspect. La terrasse était déserte, plongée dans la plus complète obscurité. Idem pour la fenêtre de son père et celle d'Adèle. En sandales et chemise de nuit, Rachel contourna la maison, se baissa entre les pilotis et braqua le faisceau lumineux sur le sol. Elle distingua des toiles d'araignée et un minuscule insecte qui se sauva dans la pénombre. Elle se redressa dans le silence assourdissant de la nuit environnante. La baie de cyprès de l'ancien cimetière mitoyen était parfaitement immobile et aucun souffle de vent ne frissonnait dans l'air figé. Même les criquets s'étaient tus. Les ténèbres étaient compactes, oppressantes, la chaleur écrasante. Seule dans le noir, Rachel Franco se tenait tremblante sous les étoiles imprécises. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.